Ce que je voulais échanger avec vous ce soir, c'est surtout Reverto, c'est 4 ans et demi d'existence. C'est 50 000 personnes qui ont été sensibilisées jusqu'à aujourd'hui. Et du coup, on en a sorti des métriques, des études, des chiffres. Et c'était voilà, un peu vous partager, nous, notre retour d'expérience qu'on avait là-dessus, sur cette question, bah, la VR peut-elle changer les comportements? Euh, donc, la VR, trois grands avantages avec cet outil. Un, l'immersion. On peut s'immerger complètement dans un contenu. Il n'y a plus cette distance que vous avez avec l'écran. On est à l'intérieur, on peut devenir un personnage. Deux, bah, vous le connaissez, c'est la bataille de l'attention qu'on va gagner. Bataille ô combien difficile à mener aujourd'hui. On paye et on va faire des conférences et des séminaires pour apprendre à se concentrer 5 minutes sur quelque chose. Et là, voilà, enfin, pour une fois, c'est la première fois que la technologie, on a un média qui permet d'être concentré pendant 15 minutes, 20 minutes sur quelque chose. Ça, c'est extraordinaire pour tous ceux qui produisent du contenu. Et trois, nous, là où on va essayer de pousser, c'est de produire des émotions. On va être mis en situation, on va devenir un personnage de l'histoire. Et il y a deux grandes manières de faire de l'apprentissage. Il y a la répétition. On répète, on répète. Et une manière d'ancrer beaucoup, c'est de passer par les émotions. Un exemple qu'on redonne souvent, on se souvient tous exactement, peut-être l'exemple date un peu, mais pour ma part, de ce qu'on faisait le 11 septembre 2001, où gros événement, ou une Coupe du Monde de football. Ouais, il faut changer d'exemple là. Oui, par exemple, du 16 mars 2020, exactement au moment où on l'a su. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc événement négatif, événement positif. En tout cas, on se souvient exactement de ce qu'on faisait, de ce qui s'est passé, etc. Donc ça permet d'ancrer des choses, d'aller sur de l'apprentissage, mais même d'aller plus loin sur casser des préjugés et changer des comportements. Donc, première chose sur l'apprentissage, apprendre à identifier pour savoir détecter. Donc, je vais vous partager notre premier contenu. Nous, c'est ces premiers contenus qu'on a fait chez Reverto il y a 4 ans sur le sexisme en entreprise, sur un sujet compliqué à aborder, où on propose, voilà, bah, pour comprendre ce que c'est, il faut y avoir été confronté. Et donc, en 15 minutes, on va se retrouver dans la peau d'une victime et témoin de sexisme. Ça ressemble à ça. Bonjour Zoé. Alors j'ai appris. Vous êtes enceinte? C'est formidable. Vous nous rapportez un petit café? J'aurais trouvé un peu moins logique qu'elle prenne la tête de la DSI. Donc très simple, expérience de 15 minutes. Pendant 8 minutes, on se retrouve confronté à des situations. Pendant 8 minutes, on revient sur des moments clés de l'expérience pour apprendre à identifier les situations problématiques, connaître la loi, savoir comment réagir. Alors, bon, bah, première chose, ça provoque des émotions. Donc effectivement, on l'a constaté, émotions qui vont dépendre
du vécu de chacun, qui, dans ce cas-là, sur ce contenu-là particulier, sont genrés. On voit que les femmes sont plus confrontées à la colère et les hommes à la surprise. Bon, on va l'interpréter que les hommes ont moins l'habitude d'être confrontés à ce genre de situation et les femmes par la répétition, en plus, l'émotion de la colère qui va revenir. Donc on voit que chaque personne, voilà, en fonction de son propre vécu, pourra avoir des émotions différentes, mais il y a des émotions qui arrivent, qui sont ressenties. Et on va s'appuyer là-dessus pour, en 15 minutes, faire de l'apprentissage. Donc là, pour l'instant, c'est les résultats à chaud, vraiment, juste avant et juste après l'expérience. On voit, voilà, connaître la loi sur le sexisme. On a un quart, et c'est ce qu'on retrouve au niveau national, à peu près une personne sur 4 qui est capable d'identifier, de connaître la loi, et qui ressort, on est à 3 personnes sur 4. Voilà. On est sur ce type de rapport, donc un apprentissage qui s'améliore nettement, significativement. Donc ça, c'est à chaud. Et ensuite, on est revenu voir, 3 mois après, comment est-ce que ça s'est passé. Donc, par exemple, la première fois, ils étaient 45% sur un module à être capables de reconnaître un agissement sexiste. 3 mois plus tard, ils sont 90% à être capables de reconnaître un agissement sexiste par rapport à une situation très particulière. Sur le harcèlement sexuel, voilà, on passe de 56% à 80%. Sur l'agression, on passe de 37% à 97%. Donc là, pour le coup, c'était une main aux fesses, ça, par exemple. Donc, sa notion, voilà, la main aux fesses que ça, au travail, que ça représente une agression sexuelle. Avant de faire le module, seulement un tiers qui sont capables de le reconnaître comme agression sexuelle. 3 mois plus tard, on a 97%. Donc on voit que même 3 mois plus tard, en tout cas, d'avoir été confronté à l'expérience, ça permet d'ancrer dans la durée. Ce qu'on a retrouvé aussi, c'est une très forte corrélation entre ceux qui sont capables d'identifier, pour être capables d'identifier les agissements sexistes, eh bien, il faut connaître la loi. En fait, il faut être armé. Il faut être armé. Donc, il faut de l'apprentissage pour être capable d'identifier et pour pouvoir réagir. Et donc, quand on demande est-ce que vous avez été la cible ou témoin, il faut avoir le bagage de base pour être capable là-dessus. Donc, il faut de l'apprentissage et on a vu on voit sur toutes nos expériences, voilà, ce cercle un peu vertueux de une fois qu'on donne le bagage de base, je suis capable de reconnaître, donc je suis capable de réagir et je sais identifier et je me sens armé là-dessus. Donc nous, c'est vraiment d'utiliser cet outil pour donner les clés pour agir. Donc on peut l'agir sur l'apprentissage et on peut agir beaucoup plus loin, alors sur une dimension qui est intéressante, celle de l'empathie cognitive. Et on va prendre donc ça, c'est une expérience très courte, très sommaire, qui a été faite. Donc c'est un article qui est paru dans Nature. C'est une expérience qui a été faite à l'université de Barcelone sur les violences conjugales. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est les auteurs de violences conjugales, avant de vivre cette expérience, étaient confrontés à différentes photographies avec des visages de femmes et différentes émotions dessus. Et on leur demandait, montre-nous la photo qui montre l'émotion peur. Et très mauvais score chez les auteurs de violences conjugales pour être capable de reconnaître l'émotion peur. Donc,
Ça veut dire les auteurs de violences conjugales, en gros, de manière globale, avaient, et ça s'est retrouvé dans différentes études, ont un niveau d'empathie cognitive très faible. Comprendre l'émotion peur chez l'autre, être capable de la reconnaître, ils ne sont pas très bons, en règle générale. Et donc, capacité d'empathie cognitive, de se mettre, de comprendre l'émotion, de reconnaître l'émotion que ressent l'autre, et d'être capable de la reconnaître et de la comprendre, très faible. Le fait de faire cette expérience, bon, vous voyez les graphismes, c'est très sommaire, on se retrouve déjà devant la glace, ensuite la personne arrive, puis commence à être violente, puis commence à se rapprocher, c'est assez court, c'est assez sommaire, et bien malgré ça, ça permet d'améliorer de manière significative, alors pas spectaculaire, mais de manière significative, reconnaître l'émotion peur sur le visage des femmes. Et on est sur la base de l'empathie cognitive, c'est-à-dire il faut se mettre à la place de l'autre pour être capable de comprendre l'émotion de l'autre. Et donc c'est pour ça que les psychologues s'intéressent à cet outil. Donc nous, chez Riverto, on a été mandaté par le ministère de la Justice, par le laboratoire de recherche du ministère de la Justice pour travailler sur les violences conjugales. On a fait le choix, après beaucoup de réflexions, de partir plutôt sur un scénario en vidéo 360 degrés. Voilà, de ne pas partir avec des avatars, mais de partir sur l'environnement le plus réaliste possible, mais avec un sentiment de présence qui reste très fort. Et c'est une histoire sur 12 minutes à peu près, qui se déroule sur plusieurs années, où on va se mettre successivement. Donc c'est une histoire d'une famille, on fait toute l'histoire autour de la table de la salle à manger, avec le temps qui passe, et on va incarner successivement. Au début, on va se mettre à la place de la femme, Andrea. Non, tout au début, on est à la place de Max, l'homme, puis on est à la place d'Andrea, la femme, puis on est à la place de l'enfant, parce qu'il y a un enfant qui va arriver dans le couple et qui va devenir spectateur un peu de ce cycle de violence qui va arriver. Et donc à la fin, voilà, je vous montre un peu un extrait, mais on est l'enfant, on va se retrouver sur le tapis de jeu, on va assister à des drames. C'est un contenu qui est assez dur, qui est basé que sur des témoignages, et qui aujourd'hui, donc pendant 1 an, il était en expérimentation dans 3 prisons, dont celle de Lyon. Et aujourd'hui, l'expérimentation a été élargie à 10 établissements pénitentiaires dans toute la France, en milieu fermé et milieu ouvert. Donc c'est un outil qui a été demandé par les psychologues qui travaillent dans les services de probation et de réinsertion. Et en fait, ce travail-là, nous, on n'a pas réinventé l'eau chaude, parce que c'est le travail que font les psys depuis 20 ans. De dire dans les parcours de probation et de réinsertion, essaye de te mettre à la place de ton enfant. Essaye de te mettre à la place de ta femme. Et pour cela, ils ont des outils comme même le jeu de rôle, par exemple. Mais des outils où on va essayer de se mettre à la place de l'autre. Mais pour ça, pour se mettre à la place de l'autre, il faut une capacité d'empathie cognitive qui n'est pas forcément là. Il faut une volonté de le faire. Il faut une motivation pour le faire. Il faut une capacité. Et là, c'est vrai qu'avec le casque, on n'a pas besoin de faire l'effort cognitif. On essaye de créer des scénarios qui vont reprendre des mécanismes qui sont universels là-dedans, et de s'appuyer là-dessus. Alors, malheureusement, aujourd'hui, je n'ai pas de chiffres, je ne vous ai pas sorti des chiffres précis, parce qu'on attend encore, ça c'est un travail qui est suivi par un laboratoire de recherche indépendant, et on élargit un peu parce que les chiffres sont très encourageants, mais on n'a pas encore un échantillon assez probant statistiquement, et surtout sur la durée. Ce qu'on veut suivre, c'est sur la durée, parce que le but du jeu de ça, c'est de pouvoir lutter contre la récidive.
Donc c'est de voir dans la durée, dans la réinsertion, qu'est-ce qui se passe. Et du coup, le protocole, c'est vraiment comme un vaccin, en fait, de suivre un échantillon de personnes qui n'est pas passé par cet outil et un échantillon de personnes qui est passé par cet outil. Et de voir dans la durée ce qui se passe. Mais en tout cas, ce que je peux vous partager, c'est le retour des psychologues qui l'utilisent et qui nous disent que l'outil s'utilise, alors ils ont essayé plein de manières, mais comme beaucoup chez Reverto, en groupe aussi, où on fait l'expérience et puis on va échanger ensuite. Et ce qui explose tout, c'est de se mettre à la place de l'enfant. Ça, c'est particulièrement puissant parce qu'on est sur un public qui souvent a vécu aussi. C'est le cycle de la violence qui va se perpétuer, mais qui ont vécu ces violences petits, qui vont les reproduire et qui ont un discours à la base de « Ok, j'ai peut-être été violent sur ma femme, mais j'ai pas été violent envers mon enfant. » Et par exemple, ce discours-là de « je suis un bon père », il vole en éclats avec cette expérience, avec ces 12 minutes, et il permet d'avoir une fenêtre d'ouverture pour le psychologue pour commencer à travailler sur, si on veut lutter contre la récidive, voilà, aller sur les changements de comportement, l'indispensable, le préalable, c'est la reconnaissance de la violence. Si on ne reconnaît pas la violence, et on en est là en général, à ne pas reconnaître la violence. Et ils arrivent à travailler sur la reconnaissance de la violence. Voilà, c'est un outil qui peut être très puissant pour ça, pour le psychologue, pour travailler sur la reconnaissance. Donc j'espère bientôt vous partager des vrais chiffres scientifiques, robustes. Mais c'est un outil qui peut être extrêmement intéressant pour ça. Troisièmement, donc, l'importance de l'échange post-expérience. Effectivement, il y a ce qu'on construit dans le casque, mais c'est des expériences, quand on les déploie, elles ne se font pas seules chez soi. C'est des expériences qu'on fait en groupe. C'est une technologie, pour nous, beaucoup aujourd'hui expérientielle. On se retrouve ensemble, on va recréer du lien. Et même si on est seul dans son casque au moment où on vit l'expérience, quand on l'enlève, on se retrouve. On a tous fait la même expérience, mais on ne l'a pas tous vécu de la même manière. On n'a pas tous les mêmes émotions. On ne va pas tous être marqués par la même scène. Et là, l'échange qui naît derrière l'expérience est extrêmement intéressant, que ce soit pour l'animateur, que ce soit pour le formateur, que ce soit pour le psychologue derrière, que ce soit pour le professionnel qui l'utilise. Je voulais vous partager aussi, alors ça, ce sont des chiffres sur une solution sur la prévention du harcèlement moral. Alors c'est intéressant, c'est un échantillon qui est assez court, de 70 participants, mais c'est une expérience qui... c'est un module de sensibilisation, donc de 15 minutes, avec derrière un échange, et qui a été fait à tous les échelons d'une structure, au niveau de la direction, au niveau des managers, au niveau des salariés. Et donc ils ont fait le module, puis on a mesuré sur 60 jours l'impact. Donc on a essayé d'avoir des valeurs objectives de la qualité de vie au travail dans l'organisation. Et donc on leur a demandé de noter de 0 à 5 des indicateurs comme « j'ai confiance dans l'institution pour résoudre les problèmes ». Est-ce que j'ai de la flexibilité dans mon travail tous les jours? Est-ce que j'ai des objectifs qui sont atteignables? Est-ce que je suis contacté pendant mes congés? Est-ce que j'ai des conflits avec les collègues? Et on voit que tous ces indicateurs, ils se sont améliorés de manière significative. Voilà, confiance dans l'institution pour résoudre les problèmes, on est passé de 1,9 sur 5 à 3,3 sur 5. Les contactés pendant les congés, bon, ce n'est pas spectaculaire, mais chacun de ces chiffres est statistiquement significatif. On est passé de 3,3 à 2,9. Les conflits avec les collègues, on est passé de 3,6 à 2,9
95. Donc, d'être capable d'identifier des situations problématiques, d'être capable d'en parler ensemble, de connaître la base. Voilà, nous, ce qu'on peut retrouver, c'est une amélioration ensuite du collectif dans son ensemble. Et enfin, donner les clés pour utiliser l'outil VR, parce que c'est sûr que les producteurs de contenu VR, voilà, on va faire le contenu VR et puis on le sait, mettre le contenu, le poser sur la table, mettre le casque sur la table, il va prendre la poussière, il va pas se passer grand-chose. Moi, j'ai deux cas d'usage que je cite souvent sur un déploiement réussi. Le premier, donc c'est un contenu qu'on a fait sur le consentement auprès des grandes écoles, qui est déployé aujourd'hui, alors qui avait été commandé par l'IMT, Mines Télécom, et qui a été déployé dans des grandes écoles d'ingénieurs et de commerce. Donc pour prévenir les violences sexuelles, voilà, tout ce qui est et donner des billes sur le consentement aux étudiants qui arrivaient dans les grandes écoles. Et à l'IMT, par exemple, donc c'est 13 établissements dans toute la France. Aujourd'hui, tous les premières années, quand ils arrivent, ils font l'expérience en réalité virtuelle. Donc c'est plusieurs milliers d'étudiants chaque année qui font l'expérience. La première vague, je crois il y a 2500 étudiants qui sont passés en 2 mois, c'était en plein confinement. Et ça s'était très bien passé. Et en fait, la clé du succès sur ce déploiement, ça a été un duo. Ça a été une personne à la technique qui est chargée des cases de la technique, etc., avec un duo d'une personne sur le fond, qui connaît le fond du sujet. Souvent, alors soit qui était référent dans l'établissement et qui venait du corps enseignant, soit même des élèves, où on avait aussi des référents, des militants, des gens qui étaient prêts à passer du temps là-dessus. Et donc, les établissements où on avait ce duo avec quelqu'un qui était fort sur la technique et quelqu'un qui était fort sur le fond, là, on avait un déploiement qui se passait de manière optimale. La deuxième, c'est le déploiement qu'on a pu avoir en prison, parce qu'on s'adressait à un public qui n'a pas forcément demandé l'outil en réalité virtuelle. On n'est pas dans un service innovation d'un grand groupe. On est sur des psychologues en prison, dans un milieu où utiliser les casques, cette technologie, ce n'est pas forcément évident. Et donc, ce qu'on a fait, c'est une formation. Donc, il y avait une formation en présentiel et formation hybride en distanciel et en présentiel. Ce qu'on voulait, c'est casser toute l'appréhension qu'il pouvait y avoir envers l'outil de réalité virtuelle. Voilà, de dire, oulala, je ne sais pas comment ça marche, je ne sais pas que c'est quoi cette technologie, je ne sais pas c'est quoi ces cases. Donc on a dit, on va mettre la gomme pour pas qu'il y ait d'appréhension entre eux et le casque de réalité virtuelle. Donc on a fait un e-learning un peu sur la théorie de la réalité virtuelle, sur tout ce qui existait, etc., pour un peu qu'ils aient un corpus. Puis on s'est retrouvés pendant une demi-journée en présentiel à faire des exercices avec le casque. Donc, et à faire tous les exercices possibles et inimaginables, que ça soit même des jeux, de télécharger un jeu sur le store, d'installer telle chose, les manettes arrêtent de se déconnectent, qu'est-ce que je fais? Ouh là là, je vais devoir me reconnecter à Internet pour rechercher des données. Donc on faisait une série d'exercices comme ça pour les mettre en situation et que derrière, quand ils partent avec leur casque dans les établissements pénitentiaires, il n'y ait plus d'appréhension là-dessus. Et on a fait une étude d'utilisabilité avec eux ensuite pendant 4 mois. Donc je vous partage les résultats de cette étude d'utilisabilité. Donc voilà, on voit que donc vous voyez, il y a un score de 0 à 100 sur la future utilisation, sur la facilité d'utilisation, sur les fonctionnalités, sur la confiance en l'usage.
On est sur des scores proches de 9 sur 10. Prise en main rapide, bon, c'est un peu moins bon, mais on reste quand même sur un 7 sur 10. Difficulté technique, par exemple, 2,7. Formation nécessaire, derrière, bon, il y en a un tiers qui disent oui, quand même, il fallait prendre du temps. Et nous, ça, on en est persuadé que c'est la clé. Derrière, note moyenne d'évaluation des difficultés au bout de 3 mois d'usage dans un environnement qui n'est pas simple, 0,4 sur 5. Évaluation pour le plaisir d'usage de la réalité virtuelle, donc de passer au-delà des problèmes et de dire ok, cet outil est chouette, on est sur 4,4 sur 5. Et un indicateur qui pour nous est très parlant, c'est qu'en 3 mois et demi d'utilisation, on a eu 0 appel au support technique, parce qu'on avait un support technique qui était disponible, qui était là. Et c'est vrai que nous, chez Reverto, en tout cas, on a ce parti pris de dire on va prendre beaucoup de temps à la formation pour ne pas avoir cette phase d'appel de comment est-ce que je fais. Et je pense que ça, c'est la preuve que oui, la VR, c'est un outil qui peut être accessible à tous. Vas-y, je t'en prie. Oui, oui, bien sûr. Et aussi en outil de la formation, vous avez des outils type tuto ou des choses comme ça, des vidéos où les formateurs, les gens qui vont faire ils peuvent se réfléchir toutes ces choses. Alors oui, clairement, on a des ressources, que ce soit des notices, que ce soit des tutos qu'on leur donne. On essaye de noter les appels qui remontent. Alors là, dans ce cas-là, on n'en a pas eu, mais quand même, on en a eu sur 50 000 personnes des appels au support technique et on va essayer de les noter pour voir s'il y a des choses qui reviennent et de les améliorer dans les supports, de se dire tiens, on est peut-être passé à côté de ça, il faudrait qu'on l'explique autrement. Pour que ça vienne, on est en train de penser à des outils comme des chatbots par exemple, mais on tient en tout cas la ligne téléphone de se dire ok, je peux décrocher le téléphone et avoir quelqu'un au téléphone et avoir tout de suite une réponse à ma question, parce que moi-même en tant qu'utilisateur, ça me rassurerait aussi, plutôt que de me dire là, il va falloir que j'aille chercher dans des notices, mais les personnes qui ont accès à ce support doivent avoir été formées au préalable. Donc on ne peut pas appeler le support si on part de zéro, parce que là c'est trop compliqué. Et on est donc là on est dans le cadre de ce film sur les violences conjugales. En 3 mois et demi, on a 0 retrait du casque avant la fin du film et une inclusion des personnes qui se fait sans difficulté. Pareil, dans un cadre pénitentiaire avec des personnes condamnées. Enfin, on n'est pas sur un usage qui est simple. Note moyenne d'évaluation de la coopération, on est à 4,8 sur 5. Donc c'est personnes placées sous main de justice. Donc ce sont des personnes qui sont soit en détention, soit en milieu ouvert, mais avec un bracelet électronique. Et le 3,8, note moyenne d'évaluation de l'impact du film, donc ça fait 15 et quelques sur 20. C'est une espèce de note globale de l'impact que ça peut avoir sur. Alors, c'est l'évaluation par les observateurs de l'impact sur les personnes qui sont faites. Donc qui est significatif, mais bon, ce qu'on attend, c'est d'avoir des chiffres un peu plus précis que ça qui reste. Voilà, on a des beaux retours, mais on voudrait que ça soit beaucoup plus précis sur des indicateurs clés comme l'empathie cognitive, comme la reconnaissance de la violence et comme la récidive elle-même. Je suis arrivé au bout de cette présentation.